Salut à toutes et à tous, c'est Red, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vachement plus courte que celle que j'ai l'habitude de faire. Ici, il va pas y avoir de League of Legends, même si on est mercredi, il va pas y avoir d'autres jeux. Et la vidéo de samedi ne sera pas non plus une vidéo gameplay sur Skyrim, parce que j'ai eu quelques petits imprévus cette semaine qui m'ont empêché tout simplement de tourner les vidéos. Et en fait, je vais profiter de ce petit imprévu et de ce manque de temps pour commencer une série tout simplement que j'avais envie de faire, qui consiste à faire des lectures de livres, les livres de Skyrim. Je trouve qu'il y en a plein qui sont vachement intéressants. Et comme on voit énormément sur YouTube des lectures audio de livres tels que des grandes épopées comme Harry Potter ou Seigneur des Anneaux, moi je me suis dit que j'allais faire des lectures audio mais des livres de Skyrim parce que je les trouve vraiment intéressants et je trouve que ce sont des histoires qui méritent d'être entendues et d'être lues. Et donc aujourd'hui, je fais ce petit disclaimer pour vous expliquer pourquoi la vidéo est plus courte et pourquoi il n'y aura pas de vidéo gameplay pour mercredi et pour samedi. Les autres semaines, il y en aura sûrement, j'espère avoir le temps d'en faire. Mais si ce format de petite lecture vous plaît, ou même si ça vous plaît pas, parce que en tout cas moi je pense que ça va vraiment me plaire parce que je le faisais sur d'autres gameplays où je lisais tout seul, rien que pour moi. Eh bien, de temps en temps, je sortirai une lecture comme ça. Peut-être rajouter un jour, parce que ça va prendre beaucoup de temps de faire ces lectures-là. Et de cette manière, vous pourrez profiter des lectures des 12 livres de Skyrim et donc de Elder Scrolls 5. On va commencer aujourd'hui par un livre qui est la véritable histoire de Barenziah. Et donc les 5 premières vidéos que je vais faire sur ça, ce sont les 5 5 premiers tomes tout simplement de ces histoires. Donc je vous laisse avec l'histoire du livre, avec la vidéo qui sera uniquement le bouquin sur lequel il y aura les écritures. Et si vous n'avez pas envie de regarder la vidéo et que vous avez simplement envie d'écouter, eh bien vous avez tout le loisir de ne pas regarder votre image et simplement écouter ma voix. Bon visionnage. Barenziah, la véritable histoire. Première partie. Écrite par un auteur anonyme. Il y a 500 ans, vivait à Lons-Sanglot, cité des Gemmes, une veuve aveugle et son fils unique, un jeune homme vigoureux et athlétique. Comme son père avant lui, ce dernier travaillait à la mine du seigneur de Lons-Sanglot, car ses facultés magiques étaient inexistantes. Quoique honorable, son travail ne lui permettait de ramener que très peu d'argent à la maison. Sa mère faisait donc des tourteaux-baies sauvages qu'elle vendait au marché afin de mieux subsister. Elle aimait répéter qu'il gagnait assez d'argent, car, après tout, ils mangeaient à leur faim, le toit ne fouillait que lorsqu'il pleuvait, et personne ne pouvait porter plusieurs tenues vestimentaires en même temps. Une seule suffisait donc amplement. Mais Symmachus ne se satisfaisait pas de cette existence. Chaque jour, il espérait découvrir un nouveau filon au fond de la mine, et ainsi toucher l'importante prime promise par le seigneur. À ses moments perdus, il buvait quelques chopes de bière à la taverne en compagnie de ses amis avec lesquels il jouait aux cartes. Il attirait également le regard des jeunes demoiselles elfes, mais aucune ne gardait ses faveurs bien longtemps. Il était, comme tous les jeunes elfes noirs de son rang social, et seule sa grande taille le faisait sortir du lot. On murmurait d'ailleurs que du sang nordique coulait dans ses veines. La 30e année de Symmachus fut une année de réjouissance pour Lonsanglo, pour le seigneur et pour sa dame, puisqu'une petite fille naquit. Une reine chantait le peuple. Une reine nous est née. Car à Lonsanglo, la naissance d'une héritière est un signe de paix et de prospérité. Quand arriva la cérémonie du nom de l'enfant royal, la mine fut fermée pour l'occasion, et Symmachus se précipita chez lui pour se laver et revêtir ses plus beaux vêtements. Je te raconterai, promit-il à sa mère en partant. En effet, la pauvre était malade, et la cohue pouvait s'avérer dangereuse pour elle, d'autant que sa cécité l'empêcherait de voir quoi que ce soit. Mon fils, l'appela-t-elle faiblement, avant de t'en aller, demande à un prêtre ou un guérisseur de venir me voir, car je ne suis pas sûr d'être encore là à ton retour. Inquiet, Symmachus se rendit à la paillasse de sa mère et constata qu'elle avait de la fièvre et respirait par à-coups. Il arracha la latte du plancher sous laquelle il cachait leur maigre économie et compta les quelques pièces avant de devoir se rendre à l'évidence. Il n'y en avait pas assez pour payer un prêtre ou un guérisseur.
Il lui faudrait donner tout ce qu'il possédait et espérer que le soigneur accepterait de lui faire crédit. Attrapant sa cape, il sortit d'un pas décidé. Les rues étaient encombrées de gens se dirigeant vers la clairière sacrée. Symmachus se rendit à la guilde des mages et aux divers temples, trouvant porte close à chaque fois. « Fermé pour les cérémonies !» indiquaient toutes les pancartes. Jouant des coudes pour se frayer un chemin au milieu de la foule, le jeune homme rattrapa un moine en robe brune. « Si tu as de l'or, je me ferai une joie de me rendre au chevet de ta mère, après le rite, mon frère, » lui répondit ce dernier, après que Symmachus lui eut expliqué la situation. « Mais notre Seigneur a exigé que tous les hommes de foi assistent à la cérémonie. Je ne tiens pas à l'offenser. »« Mais ma mère est gravement malade, » l'implora Symmachus. « Et le Seigneur ne s'apercevra même pas de votre absence. »« Peut-être, mais l'abbé si !» répliqua nerveusement le moine, en se dégageant de l'étreinte du mineur et en se fondant dans la cohue. Symmachus essaya auprès d'autres moines, et même auprès de quelques mages, mais sans plus de résultat. Puis, des gardes en armes l'écartèrent brusquement avec leurs lances, et Symmachus comprit que la procession royale approchait. Alors que le carrosse transportant les maîtres de la cité passait à son niveau, Symmachus se jeta au premier rang et se mit à hurler. « Seigneur, Seigneur, ma mère se meurt !»« Je le lui interdis. La journée est trop belle pour cela, » rétorqua le seigneur en éclatant de rire et en jetant des poignées de pièces dans la foule. Symmachus était assez près pour sentir la laine avinée du seigneur. Sur l'autre banquette du carrosse, la dame serrait le bébé contre son sein. Elle eut une moue de dédain en voyant le jeune homme si proche. « Garde !» appela-t-elle. « Débarrassez-nous de ce rustre !» Saisi sans le moindre ménagement, Symmachus fut battu et abandonné, étourdi au bord de la route. Malgré une atroce douleur au crâne, il se releva et suivit la procession, assistant à la cérémonie du nom depuis le sommet d'une colline. Loin en dessous de lui, moines en robe brune et mages en robe bleue se massaient près des nobles. Barenzia. Il entendit vaguement le nom de l'enfant, alors que le grand prêtre la soulevait à bout de bras et l'offrait aux deux lunes visibles à l'horizon. Ione qui se levait et Iode qui se couchait. « Je vous présente dame Barenzia de Long-Sanglot, ô Dieu miséricordieux. Bénissez-la et soyez-lui toujours de bons conseils, afin qu'elle puisse gouverner Long-Sanglot et ses gens avec sagesse et bonté. »« Bénissez-la, bénissez-la » entonna la foule rassemblée, levant les bras. Seul Symmachus garda le silence. Tête basse, il sut au fond de lui que sa chère mère n'était plus, et il se jura qu'il vengerait sa mort inutile en provoquant la perte du Seigneur et en prenant sa fille pour épouse, afin que les petits-enfants de sa pauvre mère deviennent à leur tour les seigneurs de Long-Sanglot. Une fois la cérémonie achevée, il regarda impassible la procession royale retourner au palais. Le moine auquel il s'était adressé en premier lieu vint le rejoindre, heureux de pouvoir lui prendre son or. Quand ils arrivèrent chez lui, ils trouvèrent sa mère morte. « Je suis désolé, mon frère, lui dit le moine. Ne tenons pas compte de ce que tu me dois encore. Je ne puis plus rien faire ici. »« Rends-moi mon argent, siffla Symmachus en levant son poing serré. Tu n'as rien fait pour le mériter. » Le prêtre ouvrit la bouche pour le maudire, mais un coup de poing le cueillit au menton avant qu'il ait eu le temps de proférer plus de 3 mots. Il tomba comme une masse et sa tête heurta le montant de la cheminée. Il mourut sur le coup. Reprenant son or, Symmachus quitta la cité, sans perdre une seconde. Alors qu'il fouillait sans se retourner, il ne cessait de se répéter le même mot, comme pour renforcer sa résolution. Barenzia. 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 Depuis l'un des balcons du palais, Barenzia observait les soldats en armure rutilante. Disposés en rang bien droit, ils poussèrent une clameur de joie en voyant sortir leurs seigneurs et leurs dames, tous deux vêtus d'une armure d'ébène et d'une longue cape de fourrure teinte en pourpre. De splendides chevaux noirs à l'arnachement princier leur furent amenés, et ils montèrent en selle, s'arrêtant à la porte de la cour pour saluer leur fille. « Barenzia !» s'écrièrent-ils. « Au revoir, fille bien-aimée. À bientôt !» Retenant ses larmes, la fillette leur fit courageusement de grands signes du bras en tenant Wuffen, son louveteau empaillé, serré contre sa poitrine. Elle n'avait jamais été séparée de ses parents, et ignorait pourquoi cela devait arriver aujourd'hui. Si ce n'est qu'il y avait une guerre à l'ouest, et que le nom haï et redouté de Tiber Septime était sur toutes les lèvres. « Barenzia !»
l'acclamèrent à leur tour les soldats en levant leurs armes en son honneur. Puis, ses parents s'en allèrent, accompagnés de leur suite et de leurs chevaliers, et la cour se vida rapidement. Quelques jours plus tard, Barenzia sentit qu'on la secouait. Ouvrant les yeux, elle reconnut sa nourrice, qui l'habilla rapidement et l'emmena hors du palais. Cette période de sa vie s'effaça par la suite de sa mémoire, exception faite du souvenir d'une ombre colossale aux yeux brûlants qui emplissaient le ciel. Elle fut passée de main en main. Des soldats qui lui étaient étrangers apparurent puis disparurent. Sa nourrice fut remplacée par des inconnus, dont certains avaient une tête très étrange. Elle voyagea 2 jours et des semaines durant. Un matin, au réveil, elle sortit du chariot pour se retrouver dans un endroit froid, où un château de pierre grise surplombait une région de collines aussi dénuée de couleurs que le château, et couverte de plaques de neige. Serrant Wulfen de toutes ses forces, elle resta là de longues minutes, tremblant de froid et se sentant minuscule dans ces lieux de grisaille infinie. Elle entra dans le château en compagnie d'Anna, servante à la peau brune et aux cheveux noirs, qui voyageait avec elle depuis quelques jours. Une femme au teint de craie et à la longue chevelure grise se tenait près du feu allumé dans une grande salle. Elle fixa Barenzia de ses grands yeux bleus. « Elle a la peau extrêmement sombre, fit remarquer la femme. Je n'avais jamais vu d'elfe noir jusqu'à aujourd'hui. »« Je ne les connaissais pas non plus, madame, lui répondit Anna. Mais ce que je sais, c'est que le caractère de celle-là est à la mesure de ses cheveux. Méfiez-vous d'elle, elle mord et donne des coups de pied. »« Je lui inculquerai vite les bonnes manières, fit l'inconnu d'un air hautain. Et qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Saisissant Wulfen, elle le jeta dans l'âtre tout proche. Barenzia poussa un cri et se jeta vers son louveteau. Mais elle fut ceinturée avec force, et bien que se débattant comme une petite diablesse, ne put rattraper le pauvre Wulfen, qui fut réduit en cendres devant ses yeux. Barenzia poussa comme une graine étrangère plantée dans un jardin de bord de ciel, sous la tutelle du comte Sven et de son épouse, dame Inga. Extérieurement, tout semblait bien aller, mais elle sentait toujours en elle un grand vide glacé. « Je l'ai élevée comme ma propre fille », se plaignait souvent dame Inga lorsque ses amis lui rendaient visite l'après-midi. « Mais elle reste d'abord et avant tout une elfe noire, il n'y a pas grand-chose à tirer d'eux. » Barenzia n'était pas censée entendre ces paroles. En tout cas, c'est ce qu'elle pensait, mais son ouïe était bien plus développée que celle des Nordiques, chez qui elle vivait. Les autres caractéristiques des elfes noirs, moins honorables celles-là, incluaient une propension à chaparder et à mentir, ou encore à utiliser leur magie afin de jouer des tours aux adultes. Sans oublier, quelques années plus tard, un goût prononcé pour les garçons et les hommes, goût qui procurait de très agréables sensations, et permettait de recevoir de nombreux cadeaux, au grand étonnement de la jeune fille, pour des raisons que Barenzia était bien incapable de comprendre. Inga désapprouvait tout particulièrement ce penchant. Aussi s'attachait-elle à ne se laisser courtiser que dans le plus grand secret. « Mais elle est merveilleuse avec les enfants, » concéda Inga en faisant référence à ses 5 fils, qui étaient tous plus jeunes que Barenzia. « Je sais qu'il ne peut rien leur arriver quand elle s'occupe d'eux. » Un précepteur avait été engagé, alors que Joni avait 6 ans et Barenzia 8. Les 2 enfants suivaient leurs leçons ensemble. Barenzia aurait également voulu apprendre à manier les armes, mais cette seule pensée scandalisait le comte Sven et dame Inga. Elle reçut tout de même un petit arc et l'autorisation de tirer sur les mêmes cibles que les garçons. Elle les regardait s'entraîner au corps à corps chaque fois qu'elle en avait l'occasion et se mesurer à eux quand les adultes ne regardaient pas, tant et si bien qu'elle finit par se persuader qu'elle était aussi forte qu'eux, sinon plus. « Mais elle semble très fière, non ?» ajoutait souvent l'une des amies de dame Inga. Même si elle faisait semblant de ne pas entendre, Barenzia ne pouvait s'empêcher d'acquiescer de son côté. Elle n'y pouvait rien si elle se sentait supérieure au comte et à sa dame. Il y avait en eux quelque chose qui incitait au mépris. Plus tard, elle apprit que Sven et Inga étaient de lointains cousins des derniers maîtres du château de Sombreland, et elle comprit enfin. Ils n'étaient pas de véritables nobles, mais des imposteurs. Ils n'avaient pas été élevés pour régner, eux. Cela la rendit furieuse. La haine qu'elle se mit à éprouver à leur égard était devenue objective, dissociée de tout ressentiment. Elle les considéra brusquement comme des insectes écœurants que l'on pouvait mépriser, mais en aucun cas redouter. Une fois par mois, un messager de l'empereur amenait une bourse d'or qu'il remettait à Sven et à Inga, accompagné d'un sac de champignons séchés de Morrowind, plat préféré de Barenzia. Lors de ses visites, elle était toujours obligée de se rendre présentable.
Du moins autant qu'on pouvait l'entendre d'une elfe noire squelettique, à en croire Daminga. Elle était ensuite convoquée auprès du messager pour une brève entrevue. Il était rare que le même homme revienne plusieurs fois, mais tous la considéraient comme une vache à lait qu'un fermier se prépare à emmener au marché pour la vendre. Le printemps de sa 16e année, Barenzia eut l'impression que la date du marché approchait, à voir l'expression du messager. Mais après réflexion, elle décida qu'elle n'avait pas envie qu'on la vende sans lui demander son avis. Le garçon d'écurie, un grand gaillard blond et gourd, répondant au nom de Paille, l'implorait depuis plusieurs semaines de s'enfuir avec lui. Bien qu'il fût un simple d'esprit, il savait se montrer affectueux, et elle décida de l'écouter. Volant la bourse amenée par le messager ainsi que tous les champignons séchés du garde-manger, elle se déguisa en garçon, en enfilant des chausses et une vieille tunique de Johnny. Par une belle nuit de printemps, Paille et elle prirent les 2 meilleurs chevaux de l'écurie et filèrent à bride abattue en direction de Blancherive, première ville d'importance où Paille avait toujours voulu se rendre. Long Sanglot et Morrowind, qui attiraient Barenzia comme un aimant, se trouvaient également dans cette direction. Le matin venu, Barenzia insista pour abandonner leurs chevaux. Elle savait en effet que les montures seraient activement recherchées et pensait qu'il valait mieux s'en débarrasser pour avoir une chance de semer leurs poursuivants. Ils marchèrent jusqu'à la fin de l'après-midi, préférant les chemins de traverse à la grande route et dormirent dans une hutte abandonnée. S'accordant quelques heures de sommeil, ils repartirent au crépuscule et arrivèrent à Blancherive au point du jour. Barenzia avait préparé une sorte de laissez-passer pour Paille, un document stipulant que le seigneur de son village le chargeait d'une course auprès d'un temple de la ville. Quant à elle, elle franchit les murs de la cité grâce à un sort de lévitation. Elle pensait en effet à juste titre que les gardes avaient été alertés et qu'ils guetteraient une demoiselle elfe noire et un jeune nordique voyageant ensemble. Mais les jeunes campagnards seuls comme Paille étaient légion, et ils ne risquaient guère d'attirer l'attention, surtout munis de papier. Le plan se déroula à merveille. Elle retrouva Paille au temple, situé non loin des portes de la ville. La jeune fille connaissait quelque peu Blancherive, pour s'y être rendue à quelques occasions, contrairement à Paille, qui n'était pour ainsi dire jamais sorti des limites des terres de Sven, où il avait vu le jour. Ils se rendirent dans une auberge délabrée, dans le quartier pauvre de la ville. Barenzia portait des gants et avait relevé la cagoule de sa cape afin de se protéger du froid matinal, cachant ainsi sa peau sombre et ses yeux rouges. Personne ne fit attention à eux. Ils entrèrent dans l'établissement séparément, Paille louant une petite chambre et payant pour un énorme repas et 2 chopes de bière. Barenzia le rejoignit discrètement quelques minutes plus tard. Ils burent et mangèrent à satiété pour fêter leur évasion. Puis montèrent dans leur chambre, où ils firent fougueusement l'amour sur l'étroite paillasse avant de sombrer dans un sommeil sans rêve. Ils restèrent une semaine à Blancherive. Paille gagna un peu d'argent en faisant des courses de ci de là, et Barenzia cambriolait les maisons de nuit. Toujours habillée en garçon, elle coupa ses longs cheveux roux et les teignit en noir. Bien que son déguisement fût désormais bien meilleur, elle prenait tout de même garde à rester cachée aussi souvent que possible, car les elfes noirs étaient très peu nombreux en ville. Un jour, Paille leur obtint un emploi de garde au sein d'une caravane faisant route vers l'est. Son sergent Manchot inspecta Barenzia d'un œil critique. « T'es un elfe noir, hein, petit ?» fit-il d'un air grinçant. « C'est comme si on demandait à un loup de garder les moutons, si tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai besoin de bras, et comme on va pas à Morrowind, tu risques pas vraiment de nous trahir avec tes copains. Puis nos brigands d'ici te trancheraient la gorge vite fait. » Le sergent s'intéressa ensuite à Paille, mais se retourna brusquement vers Barenzia en dégainant son épée courte. La jeune fille réagit en un clin d'œil, tirant sa dague et se mettant en position défensive, avant qu'il n'ait le temps de faire un pas vers elle. Paille sortit lui aussi son couteau et se plaça de manière à prendre le manchot en tenaille. Mais le sergent se contenta de glousser à nouveau en rangeant son arme. « Pas mal, les petits gars, pas mal du tout. »« Tu sais te servir de ton arc, l'elfe » demanda-t-il. Et Barenzia lui prouva immédiatement que c'était le cas. « Bien ! Et je sais que t'as une bonne vue et une bonne oreille, garçon. C'est toujours bon d'avoir un elfe noir, et je suis bien placé pour le savoir. J'ai servi sous les ordres de Symmachus avant de perdre mon bras et d'être chassé de l'armée impériale. » On pourrait les trahir, suggéra Paille, alors qu'ils s'apprêtaient à passer leur dernière nuit à l'auberge. « Je connais quelqu'un qui payerait bien, ou on pourrait les voler nous-mêmes. Ces marchands sont très riches, tu sais, Berry. »« Que voudrais-tu qu'on fasse de tout cet argent ?» rétorqua la jeune femme en éclatant de rire. «
Et de toute façon, nous avons autant besoin de leur protection que de la nôtre. On pourrait acheter notre ferme à nous et s'installer tous les deux, Berry. Paysan, songea-t-elle avec mépris. Jamais il ne serait capable d'avoir d'ambition plus élevée que ces petits rêves médiocres. Mais elle garda ça pour elle. Pas ici, Paille, lui dit-elle. Nous sommes encore trop près de Sombreland. D'autres opportunités nous seront offertes plus à l'est. La caravane n'alla pas plus loin que Solgarde. L'empereur Tibère Septime Ier avait fait construire des routes relativement sûres, car régulièrement surveillées, mais les taxes étaient très élevées. Aussi la caravane préféra-t-elle emprunter des voies moins importantes. La menace des brigands, humains ou orques, n'en était bien évidemment que plus grande, mais tels étaient les risques du transport de marchandises. Ils rencontrèrent des bandits à 2 reprises avant d'atteindre Solgarde. La première fois, les oreilles de Barenzia anticipèrent l'embuscade suffisamment à l'avance pour que les gardes puissent encercler et prendre à revers ceux qui comptaient les surprendre. La seconde fois, ils furent assaillis de nuit par une bande d'humains, de Khajiits et d'elfes des bois. Ces brigands étaient nettement plus doués que les précédents, et même Barenzia ne les entendit pas à temps. Le combat fut autrement plus farouche. On finit par repousser les agresseurs, mais 2 gardes le payèrent de leur vie, et Paille reçut une méchante estafilade à la cuisse avant que Barenzia ne tranche la gorge du Khajiit, qui semblait déterminé à le tuer. Barenzia appréciait ce mode de vie. Le sergent l'aimait bien, et elle passait ses soirées à écouter les histoires qu'il racontait autour du feu de camp. Tout avait trait aux campagnes militaires auxquelles il avait participé en Morrowind, sous les ordres de Tibère Septime et du général Symmachus. Ce Symmachus avait reçu son grade actuel après la chute de Long-Sanglot. C'est un grand soldat, ça oui, concéda le sergent. Mais à mon avis, il y a quelque chose de louche dans cette histoire de Long-Sanglot. Enfin, j'imagine que t'en sais plus que moi, petit. Non, je ne me souviens pas vraiment, répondit Barenzia, en essayant de ne pas montrer son intérêt. J'ai passé presque toute ma vie en bord de ciel, après que ma mère ait épousé un homme de cette province. Mais ils sont tous les 2 morts. Dites-moi, qu'est-il advenu du seigneur de Long-Sanglot et de sa dame? Aucune idée, fit le sergent en haussant les épaules. Mort, j'imagine. C'est l'armée qui fait la loi en Morrowind aujourd'hui. Plutôt calme comme coin, presque trop même. Un peu comme s'il y avait une tempête qui se prépare. Pourquoi, tu comptes y retourner, garçon? Peut-être bien, dit Barenzia. En vérité, elle se sentait irrésistiblement attirée par Morrowind et Long-Sanglot, comme le papillon peut l'être par la flamme. Paille le sentait et en était malheureux, d'autant qu'ils ne pouvaient plus coucher ensemble. Barenzia était censé être un garçon. Cela manquait aussi à la jeune fille, mais visiblement pas autant qu'à Paille. Le sergent aurait souhaité les embaucher pour le trajet de retour, mais leur donna tout de même une prime ainsi qu'une lettre de recommandation quand ils déclinèrent son offre. Paille souhaitait s'installer de façon permanente près de Solgarde, mais Barenzia insista pour qu'il pousse plus loin vers l'est. « Je suis la reine de Long-Sanglot de droit, dit-elle sans savoir si c'était exact ou si elle se berçait d'illusions. Je veux rentrer chez moi, il le faut, j'en ai besoin. Et cela, au moins, était on ne peut plus vrai. Quelques kilomètres plus loin, ils se firent recruter par une autre caravane en route vers l'est. Au début de l'hiver, ils arrivèrent à Faillaise. La frontière de Morrowind n'avait jamais été aussi proche, mais le climat ne cessait de se détériorer, et ils apprirent qu'aucune caravane ne partirait avant le milieu du printemps. Du haut des remparts de la ville, Barenzia contemplait la gorge encaissée, séparant Faillaise des montagnes enneigées qui défendaient l'accès de Morrowind. « Long-Sanglot est encore loin, Berry, lui dit doucement Paille. Et la région qui nous en sépare regorge de loups, de brigands, d'orques, et pire encore, il faut attendre le printemps. Nous pourrions pousser jusqu'à la tour de Silgrod, dit-elle, faisant référence à la cité des Elfes Noirs, construite autour de l'ancienne place forte qui séparait Bordociel de Morrowind. Les gardes du pont ne me laisseront jamais passer, Berry. Ce sont des troupes impériales d'élite. Impossible de leur graisser la patte. Si tu veux partir, tu le feras seul. Je n'essayerai pas de te retenir. Mais que vas-tu devenir? La tour de Silgrod est pleine de soldats impériaux. Tu as l'intention de laver leur linge ou de réchauffer leurs couches? Non, répondit-elle pensive. En réalité, l'idée n'était pas dénuée d'attrait. Elle était sûre qu'elle pourrait au moins gagner de quoi subsister en couchant avec les soldats en échange d'argent. Elle l'avait fait à plusieurs reprises en bord de ciel, s'habillant de nouveau en femme après avoir échappé à la surveillance de Paille. Mais surtout, elle l'avait fait pour voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Paille était gentil, mais si peu intéressant. Elle avait été surprise, mais extrêmement heureuse de se voir offrir de l'argent après coup. Paille n'avait guère apprécié cependant. Chaque fois qu'il s'en était rendu compte, il avait crié et boudé plusieurs jours durant. Il était très jaloux et avait menacé à plusieurs reprises de la quitter si elle continuait.
Mais il ne le ferait jamais, bien sûr, il en était bien incapable. Cependant, tout le monde disait que les gardes impériaux étaient des brutes, et au cours de son voyage, Barenzia avait entendu des récits qui glaçaient le sang, les pires provenant de la bouche des vétérans qui les racontaient fièrement, dans le but de les choquer, elle et Paille. Mais cela ne l'avait pas empêché d'être sûr que ces horreurs n'étaient pas sans fondement. Paille détestait encore plus ces atroces histoires, bien qu'il était lui aussi fasciné par leur sauvagerie. Sentant ceci, elle l'avait encouragé à aller voir d'autres femmes, mais il ne voulait personne d'autre qu'elle. Elle lui avait répondu qu'elle ne ressentait pas la même chose, tout en ajoutant que c'était lui qu'elle préférait. Alors pourquoi vas-tu voir d'autres hommes lui avait-il demandé un jour. Je n'en sais rien. On dit que les elfes noirs sont toutes comme ça, s'était-il lamenté en soupirant. Elle avait haussé les épaules en souriant. Vraiment, non, je ne sais pas. Ou peut-être que oui, après tout. Si, je sais, avait-elle décidé en l'embrassant affectueusement. J'imagine que c'est une réponse qui en vaut bien une autre.